Salut à tous, bienvenue. Si vous ne connaissez pas l'adjointe au doyen de la faculté de droit de l'université de Tel Aviv, eh bien restez avec nous, je vais tout simplement vous la présenter. Elle s'appelle Dorit Koskas. Bonjour Dorit. Bonjour. Bon, est-ce qu'on peut donner votre nom de famille pour ceux qui étaient au ZEI ? Oui, mon nom de jeune fille sur Facebook, c'est Fredj. Voilà, donc ceux qui ont été au ZEI, vous avez forcément connu son papa, qu'on salue. Voilà, alors Dorit, vous êtes en Israël depuis 15 ans. Exactement. Ça passe vite le temps. Ça passe vite et c'est intense. Une aventure haute et en couleur. Une épopée. Ok, alors tu es arrivée en Israël à 21 ans, tu avais déjà un diplôme en poche, alors tu avais quand même l'allié en tête, donc tu n'as pas fait Sciences Po, tu as fait de la socio. Non, au départ, je voulais faire une prépa Sciences Po et j'ai vite compris que je n'aurais pas d'équivalence, donc j'ai quitté la prépa Sciences Po et je suis allée sur les bancs de la fac en sociologie pour être sûre d'avoir mon équivalence, puisque c'était un vrai projet pour moi depuis l'adolescence. J'avais prévu de faire une licence, enfin de faire une partie de mes études en France et une partie de mes études en Israël. Donc tu es venue pourquoi? Par sionisme pur, parce que tu as grandi au ZEI, depuis que tu es née au ZEI, on va dire ça comme ça, et que tes parents t'ont abreuvé. J'ai grandi dans une famille de militants communautaires, donc effectivement j'ai baigné dans... voilà, on a cultivé le lien avec Israël, on venait beaucoup ici... beaucoup dans des endroits perdus en Israël, dans des kibbutzim, dans des moshavim. Donc pour moi, c'était clair qu'à un moment donné, il fallait sauter le pas. C'était vraiment du sionisme parce que je suis une amoureuse de la France. J'adore la France, j'adore la culture française, j'adore Paris. C'était vraiment l'idée que il y avait une aventure qui se jouait pour le peuple juif quelque part, et que j'avais envie d'en être. Ok, c'est joliment dit. Alors, tu avais envie d'en être, et donc à 21 ans, tu prends tes clics et tes claques, et tu viens en Israël, où tu débarques à l'Ulpan Etzion, comme beaucoup, à Jérusalem. Je débarque en pleine deuxième intifada. Ok, c'est le choc quand même. C'est un peu le choc. C'est un peu le choc au début. C'est le sionisme à l'épreuve de la vérité, de la réalité. Exactement, la réalité nous rattrape. Les attentats quotidiens, le mot pigoua, c'est le premier mot que j'apprends en hébreu à l'Ulpan. On nous explique comment prendre le bus, on nous explique comment faire attention. Et donc, des scènes d'attentats, je crois la première année... c'était inévitable, parce que Jéru, à l'époque, était encore plus petite qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'endroits. Non, mais ça sautait un jour sur deux. C'était très, très dur. Un jour sur deux. Ouais, et c'était assez difficile. Traumatisant, vraiment. Un peu chaotique. Ouais, c'était pas facile. Et donc, tu finis ton Ulpan. Je finis mon Ulpan. Et tu t'inscris à la fac. Je m'inscris à la fac. Je commence d'abord par faire des équivalences. Pour valider ton diplôme de sociologie. Pour avoir l'équivalence et pour pouvoir continuer dans une autre filière qui est la diplomatie. Diplomatie et sécurité nationale. Alors, il n'y a pas qu'à ici, on peut étudier la diplomatie. Un très bon diplôme, très select à l'Université de Jérusalem existe aussi. Diplomatie et sécurité nationale, c'est le titre. Comment on dit ça en hébreu? Diplomatia ve'bitachon leumi. Voilà, au moins ça c'est clair. Donc, tu rentres dans ce diplôme. Vous étiez combien d'élèves? On était 25. 25 triés sur le volet. Triés sur le volet. Il fallait avoir plus de 92 ou 93 de moyenne à chaque matière du Toar Rishon pour rentrer en Toar Sheni. Donc chaque matière de la licence pour entrer en master 1 ou 2, je ne sais pas comment vous voulez ils sont beaucoup plus âgés que moi, puisqu'ils ont tous fait l'armée, ils ont tous été officiers à l'armée. Donc moi j'ai 21 ans, ils en ont entre 30 donc ils te regardent de haut. Oui, ils me regardent de haut, je balbutie en hébreu. Je suis séfarade. Deuxième choc. Je suis séfarade. Il y avait pas, je crois pas me souvenir qu'il y avait de séfarade avec moi. Je le dis, parce que non, mais ça fait partie de la réalité aussi dans certains domaines. Ouais. Et donc je me retrouve dans cet environnement pas très accueillant au début. Mais pas très accueillant au début et pas très accueillant du tout en fait finalement, parce qu'on dit que les études en Israël c'est génial, etc. Mais pour toi c'était un peu compliqué. C'était pas
que tu aurais attendu peut-être? Sur le plan académique, j'ai eu quand même accès à des professeurs extraordinaires. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai eu des cours et des profs extraordinaires. C'est complètement différent de la faculté en France. Alors, les universités ici, c'est l'équivalent des grandes écoles en fait. Donc, c'est des petits effectifs. On a des papers, c'est une ambiance un peu de classe préparatoire. On a des choses, des papers à chaque cours. On doit commenter les articles, donc il faut être à jour. Et moi, je passe mes journées à la bibliothèque. Je fais l'ouverture et la fermeture. Je travaille dur. Je travaille dur. Sous l'air un peu narquois de tes compagnons d'études. C'est ce côté-là dont je parle. Évidemment que le côté académique, j'imagine qu'il était génial, mais le côté révrati, comme ça, les autres étudiants disent, mais quel est cet ovni? Elle parle pas l'hébreu, elle est séfarade, à l'époque, elle est jeune, elle va jamais y arriver. Il n'y avait pas une très grosse alia française à l'époque, et il n'y avait pas vraiment de français à l'université hébraïque de Jérusalem. Donc effectivement, j'étais un peu un ovni. Et oui, on me disait, mais t'as du piston, tu vas faire quoi après? Parce que comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce domaine-là? Ma pauvre. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Bon, finalement, à l'issue de tes études, tu dois faire un stage de 2 ans à peu près. En général, ce genre de stage, on vous sélectionne sur dossier. Tes copains au regard narquois sont partis au ministère de l'Agriculture et toi, tu es parti au ministère d'Arroutz, très prisé évidemment dans ce genre d'études, ministère des Affaires étrangères au protocole. Donc top du top. Le top du top, un des meilleurs départements. Donc voilà, donc j'arrive. Comment c'était? C'était très intéressant. Tu faisais quoi? Tu peux nous dire ce que tu faisais? Oui, tout à fait. Je peux vous dire ce que je faisais. Je travaillais sur les contenus pour vendre Israël autrement à l'étranger. C'était une période compliquée. Il fallait essayer de donner une image d'Israël un peu différente. Aujourd'hui, on y arrive très bien. À l'époque, la communauté internationale, la communauté intellectuelle connaissait moins les facettes d'Israël, le rayonnement d'Israël qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il y avait besoin de travailler sur ces contenus-là et de fournir des outils aux ambassades. On était pendant l'Intifada, enfin un peu après. Un petit peu après. Ouais. Donc, l'image d'Israël n'était pas extraordinaire. Non, pas génial. Ok. Donc ça se passe bien, forcément. Pendant tes études, ce stage, je ne sais pas si tu avais du temps pour faire ce que tu as fait quand tu étais étudiante. Tu étais guide à Yad Vashem, on précise, parce qu'elle a plein de casquettes, Dorita. Ça va être un peu compliqué de tout raconter en un coup, mais bon, on va essayer. Donc tu étais guide à Yad Vashem. Oui. Voilà. En Pologne. Ouais. Ben, quand j'ai fait mon alliage, j'étais très très active aux EI et du coup j'ai eu envie de continuer un petit peu dans cette logique de transmission et dans le domaine de l'éducation informelle. Donc tu as fait une formation ici? J'ai fait plusieurs formations, plein de formations. Une formation en Pologne, une formation à Yad Vashem, la formation pour être guide en Israël. Et donc c'était mon job d'étudiant. J'accueillais des groupes où je partais en Pologne, où j'étais à Yad Vashem. Voilà. C'était génial. C'était génial. Ouais. Passionnant. Ouais, de transmettre, ça c'est chouette. Bon, alors, évidemment, tu te maries. Et ton mari travaillant dans la high-tech, tu t'en vas, tu nous quittes. Tu quittes Jérusalem. Voilà, on quitte Jérusalem et on arrive à Tel Aviv. Alors, c'est un nouveau choc? La grande ville. C'est nouveau choc, c'est la libération, c'est le bonheur, c'est quoi? C'est différent. On aime bien. On dit que quand on change de ville, c'est une nouvelle alia, c'est vrai ou pas? Je dirais pas que c'est une nouvelle alia, mais il faut s'adapter, faut trouver ses nouveaux repères. Je pense qu'il y a quelque chose de très agréable à Jérusalem quand on arrive. C'est une ville très cosmopolite et c'est une ville où il y a finalement pas mal d'infrastructures pour les Olim et pas mal de solidarité entre les Olim. À Tel Aviv, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu la ville plus occidentale. Nous, on cherchait aussi un peu plus de diversité, un peu plus de... donc ça nous convenait. On arrive... Alors, juste une petite question, parce que tu as fait de la sociologie, donc on va poser la question. Y a-t-il tellement de diversité à Tel Aviv dans la population des Olim Hadashim ou pas? N'est-ce pas un leurre? Il y a beaucoup de diversité. Ouais. Il y a aussi bien. Je pose la question vraiment très. Alors, quand on parle de diversité, on parle de quoi? Sur le plan religieux? Non, sur le plan des parcours, des idées, de ce qu'ils pensent. Est-ce que
Je pense qu'il y a moins stéréotype. Oui, c'est moins stéréotype, c'est moins cloisonné. Moi, je trouve qu'il y a un peu de tout. D'accord, ok. Non, mais voilà, on en profite, puisqu'on a des parcours tellement intéressants. Donc, on pose des questions. Donc, tu t'installes, tu es bien. On est bien. Et quel est ton plan carrière? À quoi tu penses à cette époque? Alors, à cette époque-là, je fais un court passage. Je commence à travailler comme directrice marketing dans une petite boîte de bijoux. Okay. Donc, rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Mais je cherche, en fait, à retourner dans mon domaine. Donc, je suis dans une période où je rencontre des gens, je monte un petit peu des projets. Et là, je fais une rencontre. Une rencontre extraordinaire. Dans des conditions assez particulières. Ou simples, finalement. Ou simples, très simples. Simple, je vais à une conférence qui est donnée à la maison de Ben Gurion. Je crois que c'était pas loin de Yom Ha'atzmaut, par une travailliste qui s'appelle Einat Wilf. J'ai une amie qui me dit viens, on va l'écouter. Donc on va l'écouter et puis je sais pas comment ça se fait. Au moment où on sort, en fait, tu te trouves à ses côtés. On marche ensemble dans la rue, voilà. Et donc voilà. Tu parles avec elle, forcément. Forcément, je parle avec elle, donc accessible. Hein. Et elle me propose, je lui raconte mon parcours, voilà. Et donc elle me dit de lui envoyer son CV. Bon, quand on vous dit... Ton CV. Ton CV à toi. Mon CV à moi. Bon, rien d'extraordinaire jusque-là, ça peut arriver... Tu l'as pas vraiment cru, quoi. Tu as dit, bon, je vais le faire, mais bon. Voilà, je vais le faire, mais bon, c'est sympa de sa part de vouloir aider, on verra. Et le lendemain, vraiment, je reçois un coup de fil. Elle me dit qu'elle a bien aimé mon parcours et qu'elle m'envoie un article, que je peux le traduire en français. Et si j'arrive à le faire publier en France, elle m'embauche. Ah bah c'est très tarlès, très israélien. On est dans le concret. On est dans le concret. Tu sautes de joie, j'imagine. Ouais, j'étais contente parce que j'avais beaucoup aimé le personnage. C'était vraiment une rencontre. C'est l'ancienne conseillère de politique de Shimon Peres, une femme très très brillante. Et oui, j'étais contente. Donc On peut dire aussi qu'elle a remplacé aussi Pinez, qu'elle a aussi un destin, on va dire, politique. Elle est rentrée à la Knesset. Donc, elle rentrera à la Knesset. À l'époque, elle n'était pas, mais... À l'époque, elle n'était pas. Elle publiait des articles, elle publiait des livres, elle faisait des conférences, et elle était sur la liste du Parti travailliste. Donc, je réussis à faire publier l'article en France, et donc je me voilà embarquée dans l'aventure avec elle. Elle t'embauche, elle tient parole. Elle tient parole, elle m'embauche. Et donc tu fais quoi, son assistante en gros, Elle avait une petite équipe, elle a formé une petite équipe et je faisais partie de son équipe. Et je m'occupais essentiellement des relations avec l'Europe, avec la presse étrangère, avec les ambassades. Bien fait. Voilà. Ok, donc tout à fait dans ton champ de compétences. Tout à fait dans mon champ de compétences. On commence l'aventure et puis 1 an et demi plus tard, Ophir Pinez donc démissionne de ses fonctions de députée et là, elle rentre à la Knesset. Donc pour toi, une nouvelle aventure qui commence. Une nouvelle aventure qui commence. Je me retrouve donc conseillère en relations étrangères pour Einat Wilf. Qui dirigeait plusieurs commissions, qui avait beaucoup de travail. Qui avait la présidence donc on avait la commission à l'éducation, elle est siégée aussi dans la commission pour la sécurité et la politique étrangère, et elle avait en charge aussi la commission pour la diaspora. Donc un travail parlementaire absolument très très intense, passionnant, qui va durer environ 3 ans. Jusqu'à ce que il y a les choses, les liens se disent, on va dire, bref, ça s'étale, ça part un peu, les choses se compliquent à l'époque. Les choses se compliquent au Parti travailliste, et puis Ehud Barak et 3 députés, dont Einat Wilf, donc on décide de créer un groupe parlementaire à l'intérieur du Parti travailliste. Il y a les élections qui approchent, donc on est en pleine campagne, on arrive presque à la fin de la campagne, et là, coup de théâtre,
Ehud Barak démissionne de la vie politique. Voilà. Bon, et là, tout s'arrête forcément. Là, tout s'arrête et la Knesset change complètement. Et donc, c'est dur, ça, non, de passer de la lumière. Ça fait partie du jeu. Ouais, quand on aime la vie politique et la politique, il faut savoir que ça fait partie du jeu. Il faut savoir rentrer à la maison. Okay. Alors, tu continues ta carrière dans un autre domaine. Tu rentres dans le milieu vraiment associatif et tu deviens la directrice du développement de l'Eket Israël, avec Robert Karsanti, d'ailleurs, qu'on a reçu ici, qui a si bien parlé de cette très belle association contre le gâchis alimentaire. Exactement. Combien de temps ça a duré ? Ça a duré 3 ans et demi, à peu près. C'est une très grosse ONG israélienne qui est une banque alimentaire qui essaie de réduire le gâchis alimentaire au profit des personnes démunies. Alors ça passe par l'agriculture et ça passe aussi par les produits frais qui sont récupérés. Et là, je suis directrice du développement, c'est-à-dire que je trouve des fonds pour l'association. Il paraît que c'est très dur de demander de l'argent, surtout quand on n'a jamais fait ça, en fait. C'est ce qu'on me dit souvent, parce que je fais pas mal de levées de fonds, mais alors moi, ça me pose aucun problème. Tant mieux. Tant que la cause est noble et juste, je trouve ça plutôt louable de demander aux gens de s'investir et de réparer, de trouver des partenaires pour réparer les injustices. Alors, tu n'oublies pas, bien sûr, tout au long de ce parcours d'où tu viens, tu n'oublies pas que tu as été au Lac Hadasha, que tu as travaillé dur pour en arriver là. Je crois même que tu as fait 5 ulpan. J'ai fait 5 ulpanim, les uns après les autres, jusqu'à ce que j'obtienne ma dispense universitaire, qui voulait dire que j'étais bilingue en hébreu. Okay, un peu acharnée. Tu n'as pas lâché le morceau et donc reconnaissante et consciente des difficultés que peuvent rencontrer les Olim Hadashim, tu es aussi mentor à Gvaim, donc tu aides ceux qui viennent d'arriver à trouver un peu leur voie, à faire des connexions, à présenter des gens, etc. Un peu moins ces derniers temps, mais je l'ai été pendant de nombreuses années. Pour moi, c'est important. Voilà, donc aujourd'hui, bien sûr, après, tu as quitté l'Eket et tu es depuis 2 ans et demi à la faculté de Tel Aviv, au département juridique. Tu es vice-doyenne, de la faculté de droit de Tel Aviv. Encore une autre casquette. Là, tu fais quoi ? Tu trouves des fonds encore ? Tu cherches encore des fonds ? Là, c'est très, très, très diversifié. Ouais. Donc, c'est un changement de casting complètement. Donc je suis arrivée, effectivement, j'étais pas. Ils ont voulu faire un changement. J'étais pas juriste, mais ils voulaient quelqu'un qui puisse diriger la faculté et donc que ce soit pas un professeur, mais plutôt quelqu'un qui a de l'expérience en management, de l'expérience aussi avec les relations étrangères, parce que il y a énormément de coopération avec les universités étrangères. On a 60 coopérations avec les meilleures universités du monde. Donc, c'est un aspect qu'il faut gérer, développer. Et oui, il y a l'aspect levée de fonds. Aujourd'hui, à la faculté, l'État nous donne environ 40% de notre budget annuel. Donc, il faut trouver les 60 autres. Alors, pour rester la 30e, 40e, 50e faculté de droit du monde, selon les classements, il faut trouver des fonds et faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, que ça fonctionne. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Je pose toujours cette question. Une bonne santé ? Une bonne santé, oui. J'étais juste avant dans l'émission sur Octobre Rose. Alors, une bonne santé, ça c'est sûr, pour pouvoir continuer tout ça. Je veux quand même parler aussi de la page... Oui, on n'en a pas parlé. Israël, regard sioniste de gauche. Une très jolie initiative. Voilà, pour une voix différente, un peu de ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est toi qui l'as créé ? Alors, je suis parmi les créateurs. On est plusieurs. Il y a certaines personnes que je ne pourrais pas citer parce qu'ils préfèrent rester anonymes. Dans l'ombre. Et on le respecte. Je peux citer 2 noms. C'est Sarah Bloom et Aude Markovitch, qui est la correspondante de la radio-télévision suisse ici en Israël. On est plusieurs à écrire. Et oui, l'idée, c'était de créer, de donner une grille de lecture un petit peu différente de ce qu'on entend, de ce qu'on peut lire, mais surtout de permettre un débat. Voilà, de créer une plateforme où il peut y avoir un vrai débat, puisque le débat était devenu compliqué pour les gens qui ont une sensibilité politique de gauche. C'était compliqué de le dire et de
de débattre avec cette couleur politique sans se faire taxer de... Bon, les réseaux sociaux parfois peuvent être cruels, on le sait. Donc, nous, on est très contents que cette initiative existe. Et on a déjà 1000 likes. Voilà. Et on vous invite à, quelles que soient vos positions politiques, on vous invite à nous rejoindre et à débattre des sujets de fond, des sujets importants de la société israélienne avec nous. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Donc, on te trouve sur ta page Facebook, Dorit Fred, je crois, c'est ça. Oui. Et ou sinon, si vous avez envie de débattre ou de connaître, d'avoir un peu plus de renseignements sur des sujets qui vous intéressent, Israël Regard sioniste de gauche, c'est aussi une des pages de Dorit. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste dire un mot sur l'école qu'on a créée aussi? Je sais que on a oublié de parler d'un sujet. Je vous ai dit que ça allait être très compliqué de tout dire, mais elle veut tout dire. Bon, on va essayer. Je veux pas tout dire, mais ça me paraît important quand même que, puisque les Français ont du mal à rentrer dans les cases des fois de la société israélienne, c'est important qu'ils sachent que cette école existe. Alors, il y a 5 ans, on a créé une dizaine de parents à Tel Aviv, une école, la première école pour religieux et laïcs ensemble. On en découvre encore, oui. Donc religieux et laïque sur le style de Keshet, peut-être à Jérusalem ou peu différent, puisqu'en fait ils sont jamais séparés, tout se fait ensemble. La tfila également le matin, et aussi les matières juives se font, il n'y a pas de séparation. D'accord. C'est un modèle un petit peu différent, mais oui, effectivement, c'est un petit peu la même idée, sauf que l'école n'existait pas à Tel Aviv. Et donc on a un GAN avec 2 classes et une école. Vous dormez la nuit, Dorit? Je pose souvent la question des hyperactifs qui viennent nous voir ici. Je dors pas beaucoup. Okay. Je dors pas beaucoup, mais en même temps, je crois que c'est la force d'Israël, d'accueillir. Je veux dire, on ne peut pas monter une école n'importe où. Il faut que le pays il accueille cet esprit d'entrepreneuriat. Comment on fait do it yourself, moi je l'appelle. Fais-le toi-même. S'il y a quelque chose qui ne va pas, fais-le toi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ce qu'elle a fait. Comment on fait pour se renseigner sur l'école? Parce qu'on va pas pouvoir tout détailler, mais si on veut se renseigner sur cette école. Alors, l'école s'appelle Meshutaf. Okay. MESHUTAF. Il y a un site internet, il suffit d'écrire contactez-nous sur le site, et ceux qui veulent peuvent aussi me contacter sur Facebook. Voilà, bon, comme ça, au moins, ce sera clair. Vous répondrez en privé, bien sûr. Merci beaucoup, Dorit. Merci. Et alors, je vous souhaite bonne chance pour toutes vos activités. J'oserais même dire qu'elles se multiplient encore. À bientôt. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.